La petite ceinture, de fait, elle connecte tous les jardins d'Haussmann et d'Alphand. Ça raccorde Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Lyon, mais ça raccorde aussi Montsouris, Buttes-Chaumont et pas mal de parcs. C'est un peu l'idée du corridor écologique. Il y a un potentiel, mais il faut quand même investir un peu, de pouvoir se raccorder aux deux poumons de Paris et d'en faire une sorte de système où le promeneur, la biodiversité, les animaux, un peu tout le monde, pourrait aller du bois de Boulogne au bois de Vincennes sans rencontrer une voiture. On défend le fait que ce soit un territoire libre. On défend le fait que les gens puissent intervenir de manière spontanée. On a monté assez vite une association qui s'appelle les ESEL, l'École spéciale des espaces libres, parce qu'on s'est dit, il y a quelque chose dans ce territoire qui est un peu c'est déjà une école en soi. Déjà pour les graffeurs, parce que c'est un peu l'école du graffiti. Ils viennent ici parce qu'ils sont pas embêtés comme dans la rue, ils peuvent expérimenter plein de choses. Et au niveau du jardin, c'est un peu la même chose. Je pense que c'est ça la vraie appropriation aussi. Ça veut pas dire des privatisations temporaires, hein. Ça veut dire vraiment des appropriations réversibles, quoi. Toutes les parties du jardin qu'on a fait sont réversibles. Et on en est conscient. Et des fois, il y a un barbecue, il y a une partie du jardin qui disparaît parce qu'il y a une soirée un peu trop arrosée et que les gens n'ont pas capté qu'il y avait un jardin là. Et c'est pas grave. On est super optimiste, en fait. On est dans la régénération du jardin en permanence. Topinambour. Voilà, à chaque fois qu'on plante, on trouve des... On récolte aussi en même temps. Si tu veux apprendre à faire du jardinage urbain, c'est un des meilleurs endroits parce que tu peux apprendre toutes les conditions, les endroits les plus humides, comprendre ce qui se passe dans des endroits très humides, très compacts, comprendre ce qui se passe dans un quai, dans des parties ombragées. Là, on est dans une partie, on est entre deux bâtiments, par exemple, entre ces deux tours, et il y a du soleil, on va dire, toute l'après-midi, mais il y a des endroits beaucoup plus à l'ombre. Et on voit que, par exemple, juste avec le soleil, ben là, les choux sont beaucoup plus petits. Et là, tu as l'ombre du bâtiment et tout de suite, les choux sont beaucoup plus grands. Donc on comprend des choses, juste en observant ce qui se passe sur les cultures. Le contexte a un impact. Du coup, les parties plus ombragées vont servir à faire un peu de la pépinière, des choses comme ça. Voilà, là, je reconstruis un bateau en pierre que j'avais fait. Il a été partiellement détruit parce qu'il y a les travaux en fait, qui ont été faits sur le 1 rue Florian. Ils ont installé cette sorte de grille de défense. Je crois qu'à l'origine, ça servait à ce qu'on ne monte pas sur le toit, mais en fait, ils ont laissé une espèce de grille là, qui sert d'échelle en fait, au-dessus du vide de la rue. Et du coup, les jeunes arrivent très facilement à monter. Donc des fois, tu vois des amoureux sur le toit qui s'installent. Je fais des murs en pierre parce que mon grand-père, il en faisait en Bretagne. Du coup, c'est un peu une manière de lui rendre hommage aussi, quoi. On parle souvent des jeunes dans ce jardin parce que c'est un peu comme une sorte de facteur climatique, quoi. Et des fois, on se fait détruire des parties du jardin et souvent, c'est pour protéger nos plantations. Tu vois, par exemple, il y a un chou là, juste à l'intérieur, des orties ou des plantes. Il y a des plantes qu'on veut protéger, alors on construit en pierre autour. Et comme les pierres sont là, c'est le meilleur moyen de protéger. Et surtout, on joue un peu sur la fainéantise. Parce que, en fait, ces pierres, elles sont utilisées que pour faire un feu finalement, ou que pour... donc on va en utiliser que quelques-unes et souvent pas les plus grandes. Il y a des anciennes pierres, sûrement qui viennent d'ouvrages d'art qui ont été détruits. Et puis d'autres, après nous c'est un peu notre univers imaginaire, mais on pense, notre rêve c'est de s'imaginer que peut-être c'est des pierres qui viennent de fermes ou je sais pas, ou de puits, ou on sait pas trop, mais c'est un peu notre imaginaire de ces pierres, quoi. Les escargots, il y a des bourgognes ici, il y en a plein. Je vais le mettre là. Ça va être la proue, peut-être. Et tu vois, chaque bout sert. C'est ça qui est assez beau dans un mur en pierre sèche, c'est que chaque morceau sert.
la pierre qui est cassée, la pierre qui est fendue, la pierre qui a gelé. Tu vois, chaque pierre cale, chaque pierre tient une autre. On se soutient. C'est un peu comme les jardiniers du jardin ici. On se fait discret, on est caché dans les murs, mais on fait partie du paysage. Mais personne ne le sait. Et même des gens pensent des fois que le jardin a été abandonné ou qu'il n'existe plus. Ou que... Et c'est une autre manière de jardiner, plus discrète. Et c'est un jardin particulier parce que tu sais, on accepte aussi que tout puisse être détruit du jour au lendemain. C'est la situation un peu précaire de ce jardin. C'est quand même un jardin qui a été fait clandestinement. On travaille depuis 4 ans sur ce territoire. C'est le territoire des ados. On s'incruste dedans et on fait en sorte de se faire accepter par eux. Parce qu'autrement, le jardin n'existerait pas, c'est clair. Hein? Quoi donc? Regarde, c'est un outil. Vous voulez venir jardiner ici? On fait une reconquête du territoire. Et la biodiversité, t'en as entendu parler? C'est bon? COP 21. La nature en ville. Et vous baladez où, là? Un jeune lambda comme ça, tu lui dis, tiens, vas-y, jardine. Mais il t'envoie chier. Et c'est clair. Et peut-être, moi, à leur âge, j'étais pareil. Ils en ont rien à foutre de la biodiversité, ils en ont rien à foutre des jardins. Mais en fait, là, ils sont en groupe. Quand c'est un groupe, c'est une masse, c'est comme des sauterelles. C'est impossible de parler avec eux. Après, nous, on a fait un travail de 4 ans avec ceux qui reviennent. De toute manière, c'est généralement eux qui viennent nous parler, qui posent les premières questions. Là, c'est le bâton. Et après, c'est une accroche. Et nous, on profite de cette accroche pour enchaîner sur, au final, viens nous donner un coup de main, un jardinier. On a vu que si on allait vers eux, ça foire. Donc, on fait comme... eux, ils font comme si on n'est pas là, et nous, on fait comme s'ils ne sont pas là. Au bout d'un moment, ils se disent, mais ça attise leur curiosité. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de faire quoi? Et du coup, là, on aborde direct sur... c'est la meilleure accroche. Le cercle vertueux de l'école spéciale des espaces libres, c'est que ça devienne quelque part un ascenseur social. C'est autour du débrouille-toi, fais-le toi-même, le DIY, le fameux DIY. Et nous, on l'adapte au jardin, le DIY. C'est jardiner les consciences un peu Oui, aussi, quoi. Il y a ouais. Tu sèmes un truc. Tu sèmes une idée, j'adore semer les idées. Il y a la patience, il y a le fait d'être là, il y a la constance du jardinier, le fait d'être présent, le fait de... Mais j'ai appris aussi l'indulgence. Au début, on rigolait, on disait, on appelle ça presque open farm, quoi. C'est la vrai. ferme ouverte, quoi. C'est tu viens, tu plantes, tu viens récolter, il se passe des choses, il y a des interactions. C'est le living lab, quoi. On est déjà, de toute façon, c'est un laboratoire pour la ville de Paris. On fait une collection d'usages de la petite ceinture parce qu'on pense que si elle est trop aménagée, il risque de disparaître, ces usages. Et que ce lieu, il est tout simplement parfait. La vertu de ce jardin, comme il s'est développé, et on le dit souvent, il s'est fait avec les promeneurs, on fait les chemins avec eux. Il y a un jardinage inconscient qu'on entretient aussi avec les promeneurs et les gens qui fréquentent la petite ceinture. Mais ce qui sauve le jardin, en fait, c'est que la majorité des gens ne le voient pas. Ce que j'entends, c'est une phrase du genre « il y a dû avoir un jardin auparavant ». Et ça, pour moi, c'est l'archétype de la réussite. Rajouter des plantes sur un quai, c'est pas énorme comme modification. Mais commencer à mettre des jardinières partout, envahir, c'est vrai qu'après tu perds quand même l'esprit du quai et l'esprit de... C'est quand même assez agréable de se balader dans une partie d'un jardin qui est d'un seul tenant. C'est autre chose que d'avoir des petites jardinières en bois qui... Finalement, souvent, en plus, le problème sur la petite ceinture, c'est que tout ce qui est en bois finit par être cassé, brûlé ou dégradé. Et c'est vrai que souvent on incrimine l'agriculture urbaine où on veut nous faire cultiver hors sol, alors que justement notre responsabilité, et si on est vraiment tributaire du jardin et de la diversité agricole, c'est de se dire qu'il faut cultiver la pleine terre, il faut essayer de trouver des solutions par rapport au sol. Ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on appelle un processus de bio-augmentation. C'est assez proche de l'organoponie cubaine. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent du compost et ils surélèvent leur sol en l'épaississant, en rajoutant du compost, toujours plus de compost, et en cultivant dans cette partie en compost. On a investi ou colonisé l'endroit petit à petit. On a un bateau, un autre bateau. C'était une manière de faire des petits jardins et puis d'aboutir un truc. C'était comme une sorte d'atelier à chaque fois.
Puis on conviait les jeunes qui étaient là à nous aider. Donc là, on en voit une trace un peu. Une butte avec une forme ovoïde, quoi. Mais il y a des gens qui disent calisson. Mais là, ça fait longtemps et finalement, il y a aussi de l'humus et des choses qui se forment. Et tu vois, ce qui avait une forme de bateau, finalement, là, c'est une forme de banane. Parce que le bateau, il a poussé. Il y a ce qu'on appelle, dans le processus de création de sol, dans la pédogénèse, l'exhaussement. Le sol augmente. Souvent, on a tendance à croire que les cailloux coulent, s'enfoncent dans la terre. Mais en fait, c'est que les vers de terre, vraiment, produisent du sol. Et au fur et à mesure, t'engloutissent tes pierres, quoi. Il y a vraiment une quantité de vers de terre impressionnante et de variété de vers de terre impressionnante. Parce que comme c'est un territoire qui est abandonné depuis 70 ans, il y a eu des protocoles d'accord, je crois, qui ont été signés en 2006 concernant les traitements et l'arrêt des traitements. Je pense que les associations qui géraient, ils étaient déjà dans un processus d'abandon des herbicides. Il y a eu 50 ans de non-utilisation des quais, quoi. C'est l'alternance. Un petit pois, une fève, un petit pois, une fève. C'est ce que j'ai dans les poches en ce moment. Je fais un peu comme la technique du sursemis pour un gazon où tu mets 30% de graines en plus pour les oiseaux. Bah, c'est un peu ça, quoi. Là, j'en mets pour les oiseaux, puis j'en mets aussi un peu pour les jeunes. Parce que je sais qu'il va y avoir un peu de piétinement, un peu de... Moi, je suis plutôt un préparateur de terre. C'est-à-dire que j'aime bien faire le jardin en lasagne, j'aime bien ramener du compost, j'adore planter. Mais je suis pas trop récolteur, quoi. J'aime bien cuisiner, mais récolter, c'est pas mon truc, quoi. Depuis que je jardine depuis 4 ans, j'ai vraiment appris à mieux me connaître. Vraiment. Ouais, il y a des patates en dessous. Il y a des patates partout ici. C'est un pied de pomme de terre. Il fait 1 mètre. 1,50 m même. Là, il y a un crocus d'automne. Il aime les fèves, alors là, on s'en sort pas. Louis, non, arrête de creuser derrière nous. Voilà, je les plante pas trop profond, c'est un peu comme si elles étaient... L'idée, c'est comme si elles étaient tombées toutes seules, quoi. Bon, je les aligne quand même pour faire style. Mais des fois, je les aligne pas. On remet juste un tout petit peu de terre par-dessus. Voilà. Là, il y a un abricotier. Il était couvert de fruits. C'est les enfants qui s'en sont régalés. Et on a ramené pas mal de plantes. Et ça, c'était des semis d'abricotiers, je sais pas, qui avaient 1 an et que j'ai planté là il y a quelques années. Maintenant, il y a 2-3 ans. C'est un jardin commun. On n'est pas... on le fait pas pour nous. On le fait vraiment pour les gens qui passent ici. Il y a le goumi du Japon, là. C'est un tout petit cerisier. C'est comestible. C'est assez bon. C'est un arbre pas très courant, mais... Et tiens, il y a un cardon qui a poussé là. Panais, pommes de terre, regarde les pommes de terre qui se remettent à pousser, c'est génial. Ça côtoie les plantes sauvages, aussi bien du liseron que du panais sauvage, là des boutures de sauge, le thym ici, c'est le figuier, là c'est des topinambours. Topinambours, ils servent un peu de barrière. Les soucis, regarde une blette à côte rose, regarde cette blette, elle est magnifique. Elle est toute petite encore, mais au printemps, ça va donner ça. Ça va être sublime. La rhubarbe, surtout qu'à Paris, ils gèlent presque plus maintenant. Donc, tu vois, on a même des productions des fois en plein hiver, quoi. Là, il y a le groseillier, figuier. Alors ça, c'est assez étonnant. C'est un noisetier de Byzance qui a poussé de la rue. Ça, c'est une des protections qu'on fait. C'est un peu, comment on pourrait dire, une sorte de compost suspendu, quoi, qui finit par tomber, quoi. Mais ça permet de protéger, c'est-à-dire que tu vas pas vouloir te coller à ça ou tu vas pas vouloir aller dans le potager par là. Et en même temps, ça permet justement de poser la question. Genre, je peux savoir si quelqu'un est venu là-bas, si quelqu'un me dit « mais c'est quoi ces tomates là-bas sur l'arbuste c'est quoi ce délire, quoi, c'est quoi ?» Et bah, là, tu peux voir aussi, tu vois, cette notion, c'est des petits épouvantails en fait. C'est des récup de fin de marché. Et là, je vois, là, il y a des plumes, là, c'est quoi? C'est un paillage aussi. C'est un type de paillage qui est fait pour nourrir le sol. Ça contient pas mal d'azote. Les fameux choux, donc j'aime beaucoup. C'est un chou cardon, quoi. Il a poussé, mais il y a aussi un cardon énorme juste à côté. La vigne. Là, il y a le lamier blanc. C'est une plante sauvage qui se mange. Tu vois, on garde aussi les plantes sauvages. Juste derrière la rhubarbe de l'oseille, là, on a un nectarinier.
Une sorte de pêcher. La roquette sauvage, qui est assez bonne. C'est la roquette qu'on mange. Elle est assez bonne. La tanésie, qui est une plante très aromatique. Ça, c'est un traitement naturel aussi. Insecticide plutôt. Donc là, elle est morte, mais ça fait des fleurs jaunes assez jolies. C'est la gare de Charonne Voyageurs. Maintenant, c'est la Flèche d'Or. C'est la baie vitrée qui est pas mal caillassée. Et puis, les jeunes veulent toujours essayer de rentrer à l'intérieur, ou des gens, même des fois, ils ont des tentatives d'effraction. Mais on remarque en tout cas, avec le jardin, ça se calme, tout ça se calme, quoi. C'est un jardin de résistance, un jardin de résilience. Les légumes, le topinambour, comme nos grands-parents mangeaient des topinambours pendant la guerre. C'est un peu une manière de se préparer à la crise aussi, quoi. Ça, c'était des greffes, tu vois, que j'avais fait sur des petits merisiers. C'est des greffes de cerisier jaune. Du coup, tu vois, j'ai fendu le bois. Et puis j'ai mis la branche, un petit morceau. Et après, peut-être on va couper celle-là, garder celle-là, tu vois, je sais pas. Et ben ça, c'est une sorte de tomate primitive. Tu vois, là, il y a le fruit qui est tout petit. Sauf que la feuille a des épines, du coup, tu vois. Quelques framboises. C'est pas la grande abondance, mais bon, c'est l'automne. Il y en a eu un paquet. T'as deux sortes de cardons. Là, il y en a un qui n'a pas d'épines, qui a poussé un peu moins vite. D'ailleurs, il est un peu moins rustique, on va dire. Il a un peu moins de vigueur, quoi. Et puis, tu as le cardon plus sauvage, avec des épines partout. Regarde ça. Regarde la feuille. Tu vois ces épines? Et celui-là, je suis allé le récupérer le long du périphérique, sur les talus du périphérique. Parce que c'était un semis sauvage. Et quand tu vois le fruit aussi, la fleur, regarde ça. Tout ça, c'est bardé d'épines. Il y a encore du compost. C'est un mur d'escalade ici, pour un peu éviter. Bon, après, on n'empêche rien, mais du coup, ça calme, quoi. Tu n'as pas trop envie de monter par là, tu n'as pas trop envie de passer par là. Et on aimerait bien faire grimper des courges ou des choses à cet endroit-là. J'ai redécouvert ce territoire qui était pour moi, j'avais fait, j'avoue, une vision très superficielle avec la Flèche d'Or. C'est quoi ici? C'est une friche industrielle post-ferroviaire. Donc la Flèche d'Or, c'est le nom d'une locomotive, mais pas que, c'est aussi le titre d'un roman. En revenant 10 ans après, j'ai découvert autre chose, une nature qui reprenait ses droits. Beaucoup plus diversifiée qu'il y a 20 ans, où effectivement il y avait déjà une végétation essentiellement élante, surtout Boudleia. Et d'un seul coup, je tombe sur un champ de valériane. Derrière cette plante, j'ai découvert la phytorémédiation, la régénération des sols et le rôle crucial de la valériane ou de l'ensemble. Parce qu'après, en lisant notamment Mac Davis, Dead Cities, j'ai découvert que c'était un groupement de familles de plantes, les plantes dites des décombres, ou tout simplement les plantes rudérales. Et après, moi je l'interprète comme un peu le système de sécurité de la nature. C'est-à-dire, c'est des plantes qui arrivent après la catastrophe et elles réparent un peu les conneries qui ont été faites par les dinosaures. La valériane a besoin, pour se développer, de décombres, donc de gravats, de ruines, de machins, de bouts de plâtre et de bois mort. Ici, en fait, on est dans une tranchée très humide. La valériane, elle vient de là-bas, à 200 mètres. Donc, elle n'est pas venue toute seule. Ça peut être les oiseaux, ça peut être les promeneurs sous les semelles. Avec le temps, on a créé inconsciemment le terrain idéal pour la valériane. Et c'est pas une seule personne, c'est une succession d'actions, de micro-actions, inconscientes ou involontaires, qui ont fait que, et c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est déjà un travail collaboratif. Voilà, c'est l'idée de la nature, mais cette idée de nature, elle a été faite par l'homme, en fait. Ici, il y a la fibre optique en dessous. Du coup, quand ils ont remué la terre, la valériane n'a pas repoussé. Et finalement, ça préfigure cette idée de GR un peu, de grande randonnée, de chemin de campagne. Si on prend ce tunnel, c'est le tunnel qui va sous le Père-Lachaise et qui va au but de Chaumont. Il y a l'arbre de Judée. Ah oui. Ouais, il y a des frênes, il y a des merisiers qui poussent un peu.
Et puis surtout, là-haut, il y a un pommier. On le voit pas trop, mais du coup, il y a aussi des vergers aux abords de la petite ceinture. On a essayé de l'étudier en épaisseur, de voir un peu... parce que des fois, tu trouves une pomme sur la petite ceinture, mais tu te dis, mais elle vient d'où? Du coup, tu découvres qu'en fait, il y a un pommier en haut. Ça, c'est un frêne, mais il est monofeuille. Celui-là, c'est un frêne plutôt rare, qui est plutôt une variété de frêne qui s'est ressemé, alors que d'habitude, ça se ressème pas vraiment. Le frêne, il est là. Ça, c'est le vrai frêne. Et l'arbre de Judée, il est là. Tu vois, les gamins font même des petits dessins sur les feuilles. Des fois, ils les peignent aussi. Arbre de Judée, dont on peut manger les gousses. Ben voilà, ça, c'est un des garde-corps qu'ils ont déjà installé, mais qui a été arraché. Les grilles, elles font pas long feu ici. Ça, c'est la via ferrata. Bah, tu vois, ils prennent ça, ils grimpent ici, hop, à la corde. Après, ils ont des sortes de petites prises. Ils s'accrochent comme ça. Hop. Et voilà. Et là, tu arrives dans un autre jardin, là-haut. Bon, après, tu coupes la corde, ils en mettent une nouvelle, quoi. Il y a déjà plein de restes de cordes ici. Elle est vraiment pourrie, cette sangle. Heureusement, tu vois, ils ont coupé l'escalier, mais ils ont laissé tu vois, ils ont laissé des prises. Là, tu peux te poser là-dessus. Là-dessus. C'est quand même assez facile, quoi. Tout en douceur. Bon, ça, c'est le Mama Shelter. C'est un truc qui a été dessiné par Roland Castro, je crois, un architecte. Ouais. Ils ont fait la médiathèque en même temps, tout, quoi. Il y a des gens qui prennent des chambres au Mama Shelter pour visiter notre jardin. Ouais, il y a un couple d'Anglais avec qui on est encore en contact, qu'on a adoré et qui sont venus. Ils ont pris 3 jours au Mama Shelter et ils ont passé 3 jours dans notre jardin. Parce que comme ils sont férus de jardin mélangés à la sauvagerie, ils adorent. Les enfants jouent avec notre jardin, mais nous aussi on joue avec les enfants, quoi. On s'amuse un peu, on leur fait des blagues, on leur fait des sortes de petits épouvantails. Du coup, on détourne des fois l'attention, on crée un petit obstacle qui va faire que tu vas contourner. Ou tu vas avoir la flemme d'enlever une pierre parce qu'elle est un peu enfoncée dans la terre et du coup elle va rester là pendant des années. Nous, on s'inclut dans leurs pratiques et eux s'incluent dans nos pratiques. Il y avait déjà un jardin de cheminot qui était là, juste derrière moi. Là. C'est le jardin d'un ancien cheminot. Et sûrement, il y avait déjà des jeunes qui venaient sur la petite ceinture à cette époque-là et qui traversaient son jardin. Finalement, nous, on n'est que dans une sorte de répétition, dans une sorte de réminiscence de ces pratiques-là. C'est juste beaucoup plus amplifié parce qu'à l'heure actuelle, je crois que c'est 1,8 mètre carré d'espace vert par habitant dans le 20e. Ici, il y a quand même 15 000 habitants par kilomètre carré à Saint-Blaise. C'est une des plus fortes densités en Europe. Ils avaient tenté de le clôturer là. D'ailleurs, on peut voir des stigmates, des traces. Tu vois, ces poteaux là, verts là, les barrières Eras. Mais ils en avaient mis partout. Sur 800 mètres de long, ils avaient fermé. Mais ça n'a pas tenu une semaine. Au bout de 2 semaines, tout était au milieu des rails. Du coup, on l'a transformé en serre. On s'est pas rendu compte, mais c'est un piège arrosé. Et en fait, ça commençait pour 2 rouleaux de cellophane, à faire un piège qui chopait l'eau et ça arrosait les plantes qu'il y avait dans la serre. Indirectement, on jardinait autour des jeunes. On se rapprochait petit à petit. Cette construction un peu participative en récup et tout, c'est super important pour nous parce que ça date quelque chose. C'est à partir de ce moment-là que les jeunes nous ont considérés, quoi. Au début, voilà, ils pensaient qu'on était le jardinier de la mairie. Pour l'anecdote, il y avait des tournesols qui étaient juste à côté de la barrière. Ils n'ont pas été coupés et la barrière est tombée, alors qu'un tournesol, c'est quand même plus fragile que du métal. La jeunesse du coin a vraiment une force, une énergie. Soit ils sont là comme justement des gardiens et des possibles participants au jardin. La plupart du temps, inconsciemment, ils y participent parce qu'ils tracent les chemins, ils empruntent. C'est aussi, quand on circule dans un jardin, on entretient les chemins. En fait, c'est toute une écologie qui se développe justement de ces actions spontanées, de cette liberté. Et nous, c'est ce qu'on vraiment on entend défendre avec l'association École spéciale des espaces libres.